Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. On est dans la même soirée que lors du chapitre 1 de l'île au trésor. Malheureusement, malheureusement, le live a coupé. Donc, je ne sais pas comment ça va se traduire. Je ne sais pas si on va avoir plusieurs vidéos. C'est pour ça que je refaisais la petite intro. J'espère que ça ne va pas être trop difficile à suivre. Est-ce que vous avez eu une coupure parce que je vois qu'on me dit bonsoir, etc., comme si tout allait bien. Donc, est-ce que vous avez eu une coupure, j'ai faim, Cora, etc. Et du coup, bonsoir Chassoad, bienvenue sur ce live, chat. Est-ce que vous avez eu une coupure dans le live, les amis? Ça m'embête vachement en vrai là. Si s'il y a des gros lags comme ça ce soir, on va peut-être pas beaucoup continuer. Parce que j'ai pas envie de lire dans le vide. Euh, Surtout que si je lis dans le vide, bah j'aurais envie de recommencer à zéro. Ce qui fait que ça va me faire lire deux fois les mêmes textes, etc. Ce sera beaucoup moins intéressant. Euh, Alors, Chassad, oui, là j'ai eu une coupure. J'ai fait un bonjour TT Déco. Ok. Donc ouais, ça a vraiment relancé. Alors je ne sais pas ce qui se passe, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai l'impression de voir beaucoup de lag ce soir. Que ce soit sur mon logiciel ou sur Twitch. À savoir que, voilà, comme je le disais, Twitch a fait une récente mise à jour. Et bah, visiblement, ça marche pas bien. Ou en tout cas, ils sont peut-être en train de faire des réglages, je ne sais pas. Du coup, oui, j'ai vu ton host, j'ai faim, et je t'en ai déjà remercié. Merci beaucoup, j'ai faim pour l'host. Euh, ok, ça a créé des trilliards de vidéos, visiblement. Aïe, 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 aïe. Écoutez, je sais pas trop quoi faire. J'ai envie de continuer, mais en même temps, si ça bug, pas hyper intéressant, quoi. Tum, tum. Surtout que moi, je m'étais préparé à faire un live avec vous ce soir. Alors, j'ai faim, tout va bien pour toi, le live fonctionne. Mais moi, je continue à avoir des bugs dans les statistiques, dans la liste des spectateurs. J'ai l'impression que ça déconne pas mal ce soir. Hmm. Bon, écoutez, vu que j'ai refait une intro, tout ça, il y a encore moyen que ça soit pas trop dégueulasse en rediffusion sur YouTube. Donc on va au moins enchaîner avec un deuxième chapitre. Par contre, si dans le deuxième chapitre il y a encore des bugs, ou si après le deuxième chapitre il y a encore des bugs durant la pause, on s'arrêtera peut-être là pour ce soir, parce que j'ai pas envie de perdre tout simplement des lives, enfin comment dire, de perdre des moments de lecture que je devrais refaire, quoi, ce serait un peu dommage. Bref, bah du coup, voilà. Visiblement, je pense que ce qui va se passer, c'est que les premières 40 minutes de live qu'on a eues vont être disponibles sur YouTube en tant qu'une vidéo, et la suite du live sera une deuxième vidéo. Euh, Ouais, j'ai la même liste de spectateurs, j'ai faim, mais en fait, je sais pas l'expliquer vraiment, mais il y a plusieurs bugs. Il n'y a pas de mise à jour parfois. Enfin voilà, c'est toujours en train de charger, et même mon logiciel, je vois qu'il bug un peu. Donc je sais pas si c'est de moi que vient le problème, ou si c'est ce soir qu'il y a éventuellement quelques scories dans ces trucs informatiques. Bon, écoutez, on va, on va continuer, on va poursuivre sur un deuxième chapitre, en espérant, en priant que tout va bien. Euh, Et du coup, bah, merci de nous avoir rejoints, j'ai faim, Chassoad, Cora, et merci pour le host, j'ai faim. J'espère qu'on va pouvoir continuer. On va essayer en tout cas. Si jamais il y a des lags, enfin, ou une coupure, ou voilà, vraiment quelque chose de très gênant lors du chapitre 2, pendant que je suis en train de lire, n'hésitez pas à balancer avec l'arrobase avant, pour bien me montrer, pour bien que je le vois, mon pseudo.
Et tout simplement mettre en gros, en capital, etc. De dire dans le chat, écoute, ça va pas, ça bug, ça fait ceci, ça fait cela. N'hésitez vraiment pas à me le signaler parce que il est possible que moi j'aille jusqu'au bout de ma lecture sans m'en apercevoir, quoi. Bien, après tous ces soucis, du coup, ceux qui nous regardent sur YouTube et qui arrivent maintenant, le chapitre 1 est disponible dans une vidéo précédente. Le début de ce live, le début de rediffusion de ce live est disponible dans une vidéo précédente. Et nous allons poursuivre avec le chapitre 2 dès à présent. Je vous souhaite à tous une bonne écoute j'ai faim, bonne écoute Cora, bonne écoute Chassoad, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion. Je vous reprends à la fin de ce chapitre, à tout à l'heure. Chapitre 2, où Chien Noir fait une brève apparition. Ce fut peu de temps après cette algarade que commença la série des mystérieux événements qui devaient nous délivrer enfin du capitaine, mais non, comme on le verra, des suites de sa présence. Cet hiver-là fut très froid et marqué par des gelées fortes et prolongées, ainsi que par de rudes tempêtes. Et dès son début, nous comprîmes que mon pauvre père avait peu de chance de voir le printemps. Il baissait chaque jour, et comme nous avions, ma mère et moi, tout le travail de l'auberge sur les bras, nous étions trop occupés pour accorder grande attention à notre fâcheux pensionnaire. C'était par un jour de janvier, de bon matin. Il faisait un froid glacial. Le givre blanchissait toute la crique, le flot clapotait doucement sur les galets, le soleil encore bas illuminait à peine la crête des collines et luisait au loin sur la mer. Le capitaine, levé plus tôt que de coutume, était parti sur la grève, son coutelas ballant sous les larges basques de son vieil habit bleu, sa lunette de cuivre sous le bras, son tricorne rejeté sur la nuque. Je vois encore son haleine flotter derrière lui comme une fumée, tandis qu'il s'éloignait à grands pas. Le dernier son que je perçus de lui, comme il disparaissait derrière le gros rocher, fut un violent reniflement de colère, à faire croire qu'il pensait toujours au docteur Livesey. Or, ma mère était montée auprès de mon père et, en attendant le retour du capitaine, je dressai la table pour son déjeuner, lorsque la porte de la salle s'ouvrit, et un homme entra. Je n'avais jamais vu. Son teint avait une pâleur de cire, il lui manquait 2 doigts de la main gauche, et, bien qu'il fût armé d'un coutelas, il semblait peu combatif. Je ne cessai de guetter les hommes de mer à une jambe ou à deux, mais je me souviens que celui-là m'embarrassa. Il n'avait rien d'un matelot, et néanmoins, il s'exhalait de son aspect comme un Roland maritime. Je lui demandai ce qu'il y avait pour son service, et il me commanda un rhum. Je m'apprêtais à sortir de la salle pour l'aller chercher lorsque mon client s'assit sur une table et me fit signe d'approcher. Je m'arrêtai sur place, ma serviette à la main. Viens ici, fiston, reprit-il. Plus près. Je m'avançai d'un pas. Est-ce que cette table est pour mon camarade Bill interrogea-t-il en ébauchant un clin d'œil. Je lui répondis que je ne connaissais pas son camarade Bill, et que la table était pour une personne qui logeait chez nous, et que nous appelions le capitaine. Au fait, dit-il, je ne vois pas pourquoi ton capitaine ne serait pas mon camarade Bill. Il a une balafre sur la joue, mon camarade Bill, et de manière tout à fait gracieuse, en particulier lorsqu'il a bu. Mettons pour voir que ton capitaine a une balafre sur la joue, et mettons, si tu le veux bien, que c'est sur la joue droite. Hein, qu'est-ce que je te disais? Et maintenant, je répète, mon camarade Bill est-il dans la maison? Je lui répondis qu'il était parti en promenade. Par où, fiston? Par où est-il allé? Je désignai le rocher, et affirmai que le capitaine ne tarderait sans doute pas à rentrer. Puis quand j'eus répondu à quelques autres questions, oh, dit-il, ça lui fera autant de plaisir que de boire un coup à mon camarade Bill. Il prononça ces mots d'un air dénué de toute bienveillance. Mais après tout, ce n'était pas mon affaire. Et d'ailleurs, je ne savais quel parti prendre. L'étranger demeurait posté tout contre la porte de l'auberge et surveillait le tournant comme un chat qui guette une souris. À un moment, je me hasardai sur la route, mais il me rappela aussitôt, et comme je n'obéissais pas assez vite à son gré, sa face cireuse prit une expression menaçante et avec un blasphème qui me fit sursauter. Il m'ordonna de revenir. Dès que je lui eus obéi, il revint à ses allures premières, mi-caressantes, mi-railleuses, me tapota l'épaule, me déclara que j'étais un brave garçon, et que je lui inspirais la plus vive sympathie. J'ai moi-même un fils, ajouta-t-il. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau, et il fait toute la joie de mon cœur. Mais le grand point pour les enfants est l'obéissance, fiston. L'obéissance. Or, si tu avais navigué avec Bill, tu n'aurais pas attendu que je te rappelle 2 fois, certes non. Ce n'était pas l'habitude de Bill, ni de ceux qui naviguaient avec lui. Et voilà, en vérité, mon camarade Bill, avec sa lunette d'approche sous le bras, Dieu le bénisse, ma foi.
Tu vas te reculer avec moi dans la salle, fiston, et te mettre derrière la porte. Nous allons faire à Bill une petite surprise. Que Dieu le bénisse, je le répète. Ce disant, l'inconnu m'attira dans la salle et me plaça derrière lui dans un coin où la porte ouverte nous cachait tous les deux. J'étais fort ennuyé et inquiet, comme bien on pense, et mes craintes s'augmentaient encore de voir l'étranger lui aussi, visiblement effrayé. Il dégagea la poignée de son coutelas et en fit jouer la lame dans sa gaine, et tout le temps que dura notre attente, il ne cessa de ravaler sa salive comme s'il avait eu, comme on dit, un chat dans la gorge. À la fin, le capitaine entra, fit claquer la porte derrière lui sans regarder ni à droite ni à gauche, et traversant la pièce, alla droit vers la table où l'attendait son déjeuner. Bill lança l'étranger d'une voix qu'il s'efforçait, me parut-il, de rendre forte et assurée. Le capitaine pivota sur ses talons et nous fit face. Tout hâle avait disparu de son visage, qui était blême jusqu'au bout du nez. On eût dit à son air qu'il venait de voir apparaître un fantôme, ou le diable, ou pis encore, s'il se peut. Et j'avoue que je le pris en pitié à le voir tout à coup si vieilli et si défait. Allons, Bill, tu me reconnais. Tu reconnais un vieux camarade de bord, pas vrai, Bill? Le capitaine eut un soupir spasmodique. Chien noir, fit-il. Et qui serait-ce d'autre? Reprit l'étranger avec plus d'assurance. Chien noir plus que jamais, venu voir son vieux camarade de bord, Bill, à l'auberge de l'amiral Benbow. Ah, Bill, Bill, nous en avons vu des choses tous les deux, depuis que j'ai perdu ces deux doigts, ajouta-t-il en élevant sa main mutilée. Eh bien, voyons, fit le capitaine. Vous m'avez retrouvé, me voici. Parlez donc. Qu'y a-t-il? C'est bien toi, Bill, répliqua Chien Noir. Il n'y a pas d'erreur, Billy. Je vais me faire servir un verre de rhum par ce cher enfant-ci qui m'inspire tant de sympathie. Et nous allons nous asseoir, s'il te plaît, et causer franc, comme de vieux copains. Quand je revins avec le rhum, il était déjà installé de chaque côté de la table servie pour le déjeuner du capitaine. Chien Noir, auprès de la porte, et assis de biais comme pour surveiller d'un œil son vieux copain, et de l'autre, à mon idée, sa ligne de retraite. Il m'enjoignit de sortir en laissant la porte grande ouverte. On ne la fait pas avec les trous de serrure, fiston, ajouta-t-il. Je les laissai donc ensemble et me réfugiai dans l'estaminet. Jubot prêtait l'oreille comme de juste. Il se passa un bon moment où je ne saisis rien de leur bavade. Pardon, je vais reprendre cette phrase. Jubot prêtait l'oreille comme de juste. Il se passa un bon moment où je ne saisis rien de leur bavardage, car ils parlaient à voix basse. Mais peu à peu ils élevèrent le ton et je discernai quelques mots, principalement des jurons, lancés par le capitaine. Non, 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 et mille fois non, et en voilà assez, cria-t-il une fois, et une autre. Si cela finit par la potence, tous seront pendus, je vous dis. Et tout à coup, il y eut une effroyable explosion de blasphème. Chaises et tables culbutèrent à la fois, un cliquetis d'acier retentit, puis un hurlement de douleur, et une seconde plus tard, je vis Chien Noir fuir éperdu, serré de près par le capitaine, tous deux coutelas au poing, et le premier saignant abondamment de l'épaule gauche. Arrivé à la porte, le capitaine asséna au fuyard un dernier coup formidable qui lui aurait sûrement fendu le crâne si ce coup n'eût été arrêté par notre massive enseigne de l'amiral Benbow. On voit encore aujourd'hui la brèche sur la partie inférieure du tableau. Ce coup mit fin au combat. Aussitôt sur la route, Chien Noir, en dépit de sa blessure, prit ses jambes à son cou, et avec une agilité merveilleuse, disparut en une demi-minute derrière la crête de la colline. Pour le capitaine, il restait à bée devant l'enseigne, comme sidéré. Après quoi, il se passa la main sur les yeux à plusieurs reprises, et finalement rentra dans la maison. Jim, me dit-il, du rhum. Et comme il parlait, il titubaa légèrement et s'appuya d'une main contre le mur. Êtes-vous blessé? M'écriai-je. Du rhum, répéta-t-il. Il faut que je m'en aille d'ici. Du rhum, du rhum. Je courus lui en chercher, mais tout bouleversé par ce qui venait d'arriver, je cassai un verre et faussai le robinet, si bien que j'étais toujours occupé de mon côté lorsque j'entendis dans la salle le bruit d'une lourde chute. Je me précipitai et vis le capitaine étalé de tout son long sur le carreau. À la même minute, ma mère, alarmée par les cris et la bagarre, descendait 4 à 4 pour venir à mon aide. À nous deux, nous lui relevâmes la tête. Il respirait bruyamment et avec peine, mais il avait les yeux fermés et le visage d'une teinte hideuse. Mon Dieu! Mon Dieu! S'écria ma mère. Quel malheur pour notre maison! Et ton pauvre père qui est malade! Cependant, nous n'avions aucune idée de ce qu'il convenait de faire pour secourir le capitaine, et nous restions persuadés qu'il avait reçu un coup mortel dans sa lutte avec l'étranger. À tout hasard, je pris le verre de rhum et tentai de lui en introduire un peu dans le gosier. Mais il avait les dents étroitement serrées et les mâchoires contractées comme un étau. Ce fut pour nous une vraie délivrance de voir la porte s'ouvrir et livrer passage au docteur Livesey.
venu pour visiter mon père. Oh, docteur criâmes-nous. Que faire? Où est-il blessé? Lui, blessé. Taratata, fit le docteur. Pas plus blessé que vous ni moi. Cet homme vient d'avoir une attaque d'apoplexie, comme je le lui avais prédit. Allons, madame Hawkins, remontez vite auprès de votre mari et autant que possible ne lui parlez de rien. De mon côté, je dois faire de mon mieux pour sauver la vie 3 fois indigne de ce misérable. Et pour cela, Jim, ici présent, va m'apporter une cuvette. Quand je rentrai avec la cuvette, le docteur avait déjà retroussé la manche du capitaine et mis à nu son gros bras musculeux. Il était couvert de tatouages, bon vent, et Billy Bones sans fiche se lisait fort nettement sur l'avant-bras. Et plus haut, vers l'épaule, on voyait le dessin d'une potence avec son pendu. Dessin exécuté à mon sens avec beaucoup de verve. Prophétique, fit le docteur en touchant du doigt ce croquis. Et maintenant, maître Billy Jones, si c'est bien là votre nom, nous allons voir un peu la couleur de votre sang. Jim, avez-vous perdu sang? Non, monsieur. Bon, alors tenez la cuvette. Et là-dessus, il prit sa lancette et ouvrit la veine. Il fallut tirer beaucoup de sang au capitaine avant qu'il soulevât les paupières et promena autour de lui un regard vague. D'abord, il fronça le sourcil en reconnaissant le médecin, puis son regard s'arrêta sur moi et il sembla rassuré. Mais soudain, il changea de couleur et s'efforça de se lever en criant « Où est Chien Noir ?» Il n'y a de chien noir ici que dans votre imagination, répliqua le docteur. Vous avez bu du rhum, vous avez eu une attaque, tout comme je vous le prédisais, et je viens fort à regret de vous arracher à la tombe où vous piquiez une tête. Et maintenant, maître Jones... Ce n'est pas mon nom, interrompit-il. Peu importe, c'est celui d'un flibustier de ma connaissance, et je vous appelle ainsi pour abréger. Ce que j'ai à vous dire, le voici. Un verre de rhum ne vous tuera pas, mais si vous en prenez un, vous en prendrez un second et un troisième, et je gagerai ma perruque que si vous ne cessez pas net, vous mourrez, entendez-vous bien, vous mourrez, et vous irez à votre vraie place, comme il est dit dans la Bible. Allons, voyons, faites un effort. Je vous aiderai à vous mettre au lit pour cette fois. À nous deux, et non sans peine, nous arrivâmes à le porter en haut et à le déposer sur son lit. Sa tête retomba sur l'oreiller comme s'il allait s'évanouir. Maintenant, dit le docteur, rappelez-vous bien ce que je vous déclare en conscience. Le rhum, pour vous, est un arrêt de mort. Et là-dessus, il me prit par le bras et m'entraîna vers la chambre de mon père. Ce ne sera rien, me dit-il, sitôt la porte refermée. Je lui ai tiré assez de sang pour qu'il se tienne un moment tranquille. Le mieux pour vous et pour lui serait qu'il restât au lit une huitaine, mais une nouvelle attaque l'emporterait. Et c'est la fin de ce chapitre 2, les amis. Nous allons donc marquer une petite pause. Et du coup, je viens vous lire dans le chat. Et du coup, Nikki Inked, comme je vous en parlais plus tôt dans le live, notre 100e follow. Merci d'être là, Nikki, et merci pour ton follow, ça fait super plaisir. Et bonsoir, bienvenue sur mon live. Ça fait plaisir de t'accueillir. Et du coup, bon, malheureusement, tu arrives peut-être au mauvais moment, parce que ce soir, sans que je ne sache bien pourquoi, on est confronté à plein de lag. J'espère qu'il n'y en a pas eu pendant la lecture de ce chapitre, d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Dès qu'il y a que ce soit la vidéo qui bug, même si la vidéo c'est un peu moins important que l'audio, mais bon. Dès que vous voyez que la vidéo freeze ou j'en sais rien, ou que je commence à avoir une voix de robot, bon, on est en train de lire une histoire de pirate, donc non. Normalement, il ne doit pas y avoir de voix de robot. Donc voilà, ce sont des petits indicateurs qui pourraient vous faire dire que le live est en train de bugger sa mère. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas à me le signaler. Déjà que là, le live a été séparé en 3 vidéos grâce au bug de Twitch. Donc ça va faire 12 milliards de vidéos à réuploader sur YouTube et à bien mettre en ordre, etc. Enfin bon. J'avoue que je suis un peu deg et que c'est pas hyper optimisé, donc je suis un peu déçu. Mais bon, on va essayer de s'accrocher et de continuer l'histoire. J'espère d'ailleurs que cette histoire vous plaît. Parce que là, pour le moment, on n'a lu que 2 chapitres. Donc voilà, on n'est pas encore dans l'intrigue principale. Mais déjà, ces 2 chapitres m'ont bien plu personnellement. Je trouve qu'il y a justement bien ce côté que je recherchais avec cette lecture. Vu qu'on a lu, comme je le disais, beaucoup de choses assez sombres ces temps-ci, ou soit sombres, soit très sérieuses. Comme par exemple la poésie de Rimbaud, c'est quand même pas hyper accessible. Et ben, j'avais envie de revenir à un texte un peu plus léger,
Et puis un peu plus, ouais, voilà, roman d'aventure, un peu plus, un peu plus accessible, un peu plus sympa. Enfin voilà. Pas que le reste ne soit pas sympa, mais vous m'avez compris. Du coup, je ne sais pas qui reste. Euh, hmm, je sais pas en fait. Alors désolé, hein, d'habitude, je serais pas à vous quémander des messages dans le chat. Mais là, j'avoue que ça me rassurerait peut-être si Chassoad, Cora ou Nikki Inct pouvaient m'envoyer juste un tout petit message dans le chat pour me dire que tout fonctionne bien. Parce que là, je suis pas rassuré. Euh, Et du coup, j'ai faim qui nous a quittés tout à l'heure. Bonne nuit à toi, j'ai faim. Merci d'être repassé, ça fait super plaisir. Bon, il verra jamais ça, ou bien on regardera la rediffusion, mais voilà, par principe. Franchement, ouais, je suis assez emballé. Je suis là et tout fonctionne bien. Merci, Nikki. Tu préfères que je dise Nikki ou que je préfère... Oh, bon. Tu préfères que je dise Nikki ou que je dise Nikki Inct? C'est comme tu veux, en vrai. Ou que je dise autre chose, comme tu veux. Euh, Ouais, franchement, moi je suis bien hypé en fait par les deux premiers chapitres qu'on vient de lire. Bah, et puis c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à la première pause. C'est juste trop kiffant. Et c'est ce que je me disais, c'est juste trop kiffant euh, d'entamer une lecture. Il va y avoir beaucoup de voix grandiloquentes à faire. Et là, c'est vrai qu'une voix de pirate, c'est bien marrant. Genre, quand j'avais fait la voix du Capitaine Crochet, j'avais pris à peu près cette voix de pirate, sauf que je l'avais fait en beaucoup plus grave et en beaucoup plus méchant. C'était bien marrant ça, c'était bien fun. Je pense que les voix les plus drôles que j'ai eu à faire pour l'instant en live, c'était le Capitaine Crochet. euh, Il y a eu aussi toutes les voix d'Alice au Pays des Merveilles qui étaient juste trop cool. Et la voix de Dracula et la voix de Frankenstein, qu'on a lu Dracula et Frankenstein, c'était bien bien marrant à faire ça aussi. Ok Niki, pas de soucis. Donc ouais, j'espère que ça va être cool. Pour le moment, ça me plaît bien. Bon début. Et je retrouve un peu la patte qu'on avait dans l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. En même temps, c'est du même auteur. Et en plus, c'est le même traducteur qui l'a traduit, donc forcément, ça fait deux choses qui vont dans ce sens. Mais ouais, j'aime vraiment bien ce style pour le moment. Par contre, j'avoue, je m'excuse. Je m'excuse. Mais c'est vrai que quelqu'un m'avait déjà dit que je m'excusais beaucoup trop et que j'avais pas besoin de m'excuser parce que en fait ça allait mais que j'étais trop exigeant on va dire. Mais c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir mal lu quelques fois quelques mots, quelques phrases, d'avoir un peu buté, d'avoir un peu galéré à lire bien. Donc tout simplement, je m'excuse lorsque je considère avoir lu pas ouf ouf. Mais bon, j'espère que la lecture vous plaît quand même et j'espère que parce que c'est l'important, c'est le plus important que vous arrivez à suivre l'histoire. C'est vraiment le plus important que tout vous soit bien restitué et qu'on vive l'aventure ensemble. Bien, bien, bien. Je pense qu'on va pas faire une pause beaucoup plus longue. Surtout si on doit lire 5 chapitres. Enfin, on verra d'ailleurs, mais vous me direz aussi quand vous en aurez marre éventuellement. Mais là, on arrive à grosso modo 1 heure de live. Donc, grosso modo, il nous faut encore 1 heure et demie, on va dire. Si on doit se donner des quotas. Donc du coup, on a lu 2 chapitres. Bon, après, on a été perturbé par les bugs, etc. Je pense qu'on va partir sur 5 chapitres ce soir. Et qu'on fera que des lives de 5 chapitres à chaque fois. Sauf pour le dernier, du coup, où ça nous en fera 4. Parce il y en a 34. Ouah, comment je galère! Donc du coup, ça nous fera tout simplement 7 lives. Ah, quoique c'est peut-être un peu beaucoup 7 lives. Hmm. Hmm. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, on va voir. On va déjà aller jusqu'au chapitre 5 et vous me direz si vous en voulez un de plus ou pas. On va faire comme ça. Surtout si les bugs et les lags Twitch nous le permettent. Nous verrons bien. Genre, je suis trop mauvaise langue. Bref. Nous sommes partis, les amis, pour la suite. Nous embarquons.
Bon, en vrai, on n'embarque pas parce qu'il n'y a pas de bateau. Ça, pour l'instant, je suis déçu qu'il n'y ait pas de bateau. J'espère qu'il y aura un bateau pirate. J'ai trop envie de ça. Enfin bon, on verra bien. C'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de textes que je vous lis, soit que j'ai déjà lu, soit que je connais un peu. Mais l'île au trésor, c'est un peu comme l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Je sais plus ou moins de quoi. Enfin, je sais plus ou moins que c'est culte. Je sais plus ou moins le thème. Mais après, l'histoire en elle-même, j'en sais absolument rien. Donc, intéressant à découvrir. Allez, moi je tourne pas au rhum, je tourne au panaché. Bref, on est parti pour la suite. Bonne écoute à tous, bonne écoute à Niki, bonne écoute Chassoad, bonne écoute Cora, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure dans le chat. Chapitre 3. La tache noire. Vers midi, chargé de boissons rafraîchissantes et de médicaments, je me pénétrai chez le capitaine. Il se trouvait à peu près dans le même état, quoique un peu ranimé, et il me parut à la fois faible et agité. Jim, me dit-il, tu es le seul ici qui vaille quelque chose. Tu le sais, j'ai toujours été bon pour toi. Pas un mois ne s'est passé où tu n'aies reçu tes 10 sous. Et maintenant, camarade, tu vois comme je suis aplati et abandonné de tous. Dis, Jim, tu vas me porter un petit verre de rhum tout de suite, n'est-ce pas, camarade? Le docteur, commençai-je, mais il éclata en malédiction contre le docteur d'une voix lasse, quoique passionnée. Les docteurs sont tous des cingouins, fit-il. Et celui-là, hein, qu'est-ce qu'il les connaît aux gens de mer? J'ai été dans des endroits chauds comme braise, où les copains tombaient l'un après l'autre, de la fièvre jaune, où les sacrés tremblements de terre faisaient onduler le sol comme une mer. Qu'est-ce qu'il y connaît, ton docteur, à des pays comme ça? Et je ne vivais que de rhum, je te dis. C'était ma boisson, et ma nourriture. Nous étions comme mari et femme. Si je n'ai pas tout de suite mon rhum, je ne suis plus qu'une pauvre vieille carcasse échouée, et mon sang retombera sur toi, Jim, et sur ce cingouin de docteur. Il se remit à sacrer. Vois, Jim, comme mes doigts s'agitent, continua-t-il d'un ton plaintif. Je ne peux pas les arrêter, je t'assure. Je n'ai pas bu une goutte de toute cette maudite journée. Ce docteur est un idiot. Je te dis que si je ne bois pas un coup de rhum, Jim, je vais avoir des visions. J'en ai déjà. Je vois le vieux Flynn dans ce coin-là, derrière toi. Je le vois aussi net qu'en peinture, et si j'attrape des visions comme ma vie a été orageuse, ce sera épouvantable. Ton docteur lui-même a dit qu'un verre ne me ferait pas de mal. Jim, je te paierai une guinée d'or pour une topette. Son agitation croissait toujours, et cela m'inquiétait pour mon père qui, étant au plus bas ce jour-là, avait besoin de repos. D'ailleurs, si la tentative de corruption m'offensait un peu, j'étais rassuré par les paroles du docteur que me rappelait le capitaine. Je ne veux pas de votre argent, lui dis-je, sauf celui que vous devez à mon père. Vous aurez un verre, pas plus. Quand je le lui apportai, il le saisit avidement et l'absorba d'un trait. Ah oui, fit-il, ça va un peu mieux, pour sûr. Et maintenant, camarade, ce docteur a-t-il dit combien de temps je resterai cloué ici sur cette vieille paillasse? Au moins une huitaine. Tonnerre! Une huitaine? Ce n'est pas possible. D'ici là, ils m'auront flanqué la tache noire. En ce moment même, ces ganaches sont en train de prendre le vent sur moi. Des fainéants incapables de conserver ce qu'ils ont reçu et qui veulent flibuster la part d'autrui. Est-ce là une conduite digne d'un marin, je te le demande? Mais je suis économe dans l'âme, moi. Jamais je n'ai gaspillé, ni perdu mon bon argent, et je leur ferai encore la nique. Je n'ai pas peur d'eux. Je vais larguer à un riz, camarade, et les distancer à nouveau. Tout en parlant ainsi, il s'était levé de sa couche, à grand-peine, en se tenant à mon épaule qu'il serrait quasi à me faire crier, et mouvant ses jambes comme des masses inertes. La véhémence de ses paroles, quant à leur signification, contrastait amèrement avec la faiblesse de la voix qui les proférait. Une fois assis au bord du lit, il s'immobilisa. Ce docteur m'a tué, balbutia-t-il. Mes oreilles teintent. Recouche-moi. Je n'eus pas le temps de l'assister, il retomba dans sa position première et resta silencieux une minute. Jim, dit-il enfin, tu as vu ce marin de tantôt? Chien noir? Oui, chien noir. C'en est un mauvais. Mais ceux qui l'ont envoyé sont pires. Voilà. Et je ne parviens pas à m'en aller, si je ne parviens pas à m'en aller, et qu'ils me flanquent la tache noire, rappelle-toi qu'ils en veulent à mon vieux coffre de mer. Tu montes à cheval? Tu sais monter, hein? Bon. Donc, tu montes à cheval, et tu vas chez
Eh bien oui, tant pis pour eux. Chez ce sempiternel sagouin de docteur. Il est dur de rassembler tout son monde. Magistrat et le reste. Il leur mettra le grappin dessus à l'amiral Benbow. Tout l'équipage du vieux Flint. Petits et grands. Tout ce qu'il en reste. J'étais premier officier, moi. Premier officier du vieux Flint. Et je suis le seul qui connaisse l'endroit. Il m'a livré le secret à Savannah, sur son lit de mort, à peu près comme je pourrais faire à présent, vois-tu. Mais il ne te faut les livrer que s'il me flanque la tache noire, ou si tu vois encore ce chien noir, ou bien un homme de mer à une jambe. Jim, celui-là surtout. Mais qu'est-ce que cette tache noire, capitaine? C'est un avertissement, camarade. Je t'expliquerai s'ils en viennent là. Mais continue à ouvrir l'œil, Jim, et je partagerai avec toi à égalité. Parole d'honneur. Il divagua encore un peu d'une voix qui s'affaiblissait, mais je lui donnai sa potion. Il la prit, docile comme un enfant, et fit la remarque que si jamais un marin avait eu besoin de drogue, c'était bien lui. Après quoi, il tomba dans un sommeil profond comme une syncope, où je le laissai. Qu'aurais-je fait si tout s'était normalement passé? Je l'ignore. Il est probable que j'aurais tout raconté au docteur, car je craignais terriblement que le capitaine se repentît de ses aveux et se débarrassât de moi. Mais il advint que mon pauvre père mourut cette nuit-là, fort à l'improviste, ce qui me fit négliger tout autre souci. Notre légitime désolation, les visites des voisins, les apprêts des funérailles et tout le travail de l'auberge à soutenir entre-temps m'accaparèrent si bien que j'eus à peine le loisir de songer au capitaine et moins encore d'avoir peur de lui. Il descendit le lendemain matin, à vrai dire, et prit ses repas comme d'habitude. Il mangea peu, mais but du rhum, je le crains, plus qu'à l'ordinaire, car il se servit lui-même au comptoir, l'air farouche et soufflant par le nez, sans que personne osât s'y opposer. Le soir qui précéda l'enterrement, il était plus ivre que jamais, et cela scandalisait dans cette maison en deuil de l'ouïr chanter son sinistre vieux refrain de mer. Mais en dépit de sa faiblesse, il nous inspirait à tous une crainte mortelle, et le docteur, appelé subitement auprès d'un malade qui habitait à plusieurs miles, resta éloigné de chez nous après le décès de mon père. Je viens de dire que le capitaine était faible. En réalité, il paraissait s'affaiblir au lieu de reprendre des forces. Il grimpait et descendait l'escalier, allait et venait de la salle à l'estaminet réciproquement, et parfois mettait le nez au dehors pour humer l'air salin, mais il marchait en se tenant au mur, et respirait vite et avec force, comme on fait en escaladant une montagne. Pas une fois il ne me parla en particulier, et je suis persuadé qu'il avait quasi oublié ses confidences. Mais son humeur était plus instable, et, en dépit de sa faiblesse corporelle, plus agressive que jamais. Lorsqu'il avait bu, il prenait la manie inquiétante de tirer son coutelas et de garder la lame à sa portée sur sa table. Mais tout compte fait, il se souciait moins des gens et avait l'air plongé dans ses pensées et à demi absent. Une fois, par exemple, à notre grande surprise, il entonna un air nouveau, une sorte de rustique chanson d'amour qu'il avait dû connaître tout jeune avant de naviguer. Ainsi allèrent les choses jusqu'au lendemain de l'enterrement. Vers les 3 heures, par un après-midi âpre, de brume glacée, je m'étais mis sur le seuil une minute, songeant tristement à mon père, lorsque je vis sur la route un individu qui s'approchait avec lenteur. Il était à coup sûr aveugle, car il tapotait devant lui avec son bâton, et portait sur les yeux et le nez une grande visière verte. Il était courbé par les ans ou par la fatigue, et son vaste caban de marin, tout loqueteux, le faisait paraître vraiment difforme. De ma vie, je n'ai vu plus sinistre personnage. Un peu avant l'auberge, il fit halte, et élevant la voix sur un ton de mélopée bizarre, interpella le vide devant lui. Un ami compatissant voudrait-il indiquer à un pauvre aveugle, qui a perdu le don précieux de la vue en défendant son cher pays natal, l'Angleterre, et le roi George, que Dieu bénisse, où et en quel lieu de ce pays il peut bien se trouver présentement? Vous êtes à l'amiral Benbow, crique du Mont-Noir, mon brave homme, lui répondis-je. J'entends une voix, reprit-il, une voix jeune. Voudriez-vous me donner la main, mon aimable jeune ami, et me faire entrer? Je lui tendis la main, et le hideux aveugle aux paroles mielleuses l'agrippa sur-le-champ comme dans des tenailles. Tout effrayé, je voulus me dégager, mais l'aveugle, d'un simple effort, m'attira tout contre lui. Maintenant, petit, mène-moi auprès du capitaine. Monsieur, répliquai-je sur ma parole, je vous jure que je n'ose pas. Ah, ricana-t-il, c'est comme ça. Mène-moi tout de suite à l'intérieur, ou sinon je te casse le bras. Et tout en parlant, il me le tordit si fort que je poussai un cri. Monsieur, repris-je, c'est pour vous ce que j'en dis. Le capitaine n'est pas comme d'habitude. Il a toujours le coutelas tiré. Un autre monsieur. Allons, voyons, marche, interrompit-il. Jamais je n'ouïs voix plus froidement cruelle et odieuse que celle de cet aveugle.
Elle m'intimida plus que la douleur, et je me mis aussitôt en devoir de lui obéir. Je franchis le seuil et me dirigeai droit vers la salle où se tenait, abruti de Rome, notre vieux forban malade. L'aveugle, me serrant dans sa poigne de fer, m'attachait à lui et s'appuyait sur moi presque à me faire succomber. Mène-moi directement à lui, et dès que je serai en sa présence, crie Bill, voici un ami pour vous. Si tu ne fais pas ça, moi je te ferai ceci. Et il m'infligea une saccade dont je pensais m'évanouir. Dans cette alternative, mon absolue terreur du mendiant aveugle me fit oublier ma peur du capitaine. J'ouvris la porte de la salle et criai d'une voix tremblante la phrase qui m'était dictée. Le pauvre capitaine leva les yeux. En un clin d'œil, son ivresse disparut et il resta béant, dégrisé. Son visage exprimait plus que l'effroi un horrible dégoût. Il alla pour se lever, mais je crois qu'il n'en aurait plus la force. Non, Bill, dit le mendiant, reste assis là. Je n'y vois point, mais j'entends remuer un doigt. Les affaires sont les affaires. Tends-moi ta main gauche, petit, prends sa main gauche par le poignet et approche-la de ma droite. Nous lui obéîmes tous deux exactement, et je le vis faire passer quelque chose du creux de la main qui tenait son bâton entre les doigts du capitaine, qui se refermèrent dessus instantanément. Voilà qui est fait, dit l'aveugle. À ces mots, il me lâcha soudain, et avec une dextérité et une prestesse incroyable, il déguerpit de la salle et gagna la route. Figé sur place, j'entendis décroître au loin le tapotement de son bâton. Il nous fallut plusieurs minutes, au capitaine et à moi, pour recouvrer nos esprits. À la fin, et presque simultanément, je laissai aller son poignet que je tenais toujours, il retira la main pour jeter un bref coup d'œil dans sa paume. « À 10 heures, s'écria-t-il. Cela me donne 6 heures. Nous pouvons encore les flibuster. » Il se leva d'un bond, mais au même instant, pris de vertige, il porta la main à sa gorge, vacilla une minute, puis, avec un râle étrange, s'abattit de son haut la face contre terre. Je courus à lui tout en appelant ma mère, mais notre empressement fut vain. Frappé d'apoplexie foudroyante, le capitaine avait succombé. Chose singulière à dire, bien que sur la fin il éveillât ma pitié, jamais certes je ne l'avais aimé. Pourtant, dès que je le vis mort, j'éclatai en sanglots. C'était le second essai que je voyais, et le chagrin dû au premier était... C'était le second décès que je voyais, et le chagrin dû au premier était encore tout frais dans mon cœur. Et c'est la fin du chapitre 3, les amis. Nous allons donc marquer une toute petite pause. Alors, Chassoad qui nous dit « La voix du capitaine est trop bien. » Merci chat, ça fait plaisir. Bon, malheureusement, j'aurais plus le loisir de la faire vu qu'il est mort. Je suis dégoûté. Et du coup, merci pour tout, Chassoad. Passe une bonne nuit. Merci d'être passé, ça fait super plaisir. Et oui, il n'y a pas de souci, la rediffusion, elle sera disponible très certainement d'ici 2 jours. Parce que maintenant que je suis passé, comment on appelle ça déjà? Affilié. Maintenant que je suis passé affilié Twitch, j'ai un machin d'exclusivité qui fait que je peux pas mettre les rediffusions le lendemain, je dois attendre 24 heures, bref. Donc du coup, d'ici 2 jours, les rediffusions seront disponibles. Mais bon, ça tu le sais déjà, puisque tu es une habituée, mais je préfère le répéter. Si vous voulez voir les rediffusions, en général c'est 2 jours après, et de toute manière je le partage sur les réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, le Twitch, le Facebook, le Twitter, ou éventuellement maintenant je relais aussi l'information sur le Discord. Donc voilà. Et tous les liens normalement sont disponibles sous le live sur Twitch, sauf et aussi sous les vidéos YouTube, sauf le Discord qui n'est disponible que depuis Twitch. Voilà. Eh bien, d'un côté, bon, je m'y attendais un peu vu comment ça tournait dans les chapitres précédents. Mais je suis assez dégoûté en fait que notre capitaine entre guillemets soit mort. Parce que c'était à lui que j'avais donné la voix de pirate typique. Et du coup les autres, je vais devoir faire des trucs un peu plus alambiqués, mais bon. C'est bien marrant quand même. Et je suis content parce qu'il se passe plein de choses. Et d'ailleurs j'ai remarqué un petit détail qui m'a fort plu. Comme je vous le disais, l'île au trésor, ça a vachement inspiré la planète au trésor, donc le Disney. Et
notre narrateur se nomme Jim. Et si je dis pas de bêtises, le héros de la planète au trésor s'appelle Jim également. Donc voilà, c'est des petits détails qui me font bien rire. Et ouais, franchement, pour le moment, je suis bien dans l'ambiance. Je trouve qu'il y a... Bah, c'est souvent le cas dans les romans d'aventure, je trouve d'ailleurs. Il y a presque un côté jeu de rôle, quoi. On pourrait presque se dire que ce genre d'histoire pourrait être raconté par un maître du jeu avant d'entamer une grande aventure, une grande épopée. Donc ouais, ça me fait bien marrer et j'aime bien ce genre d'ambiance. J'espère que cela est à votre goût également. Du coup, je ne sais pas vraiment s'il reste des gens sur le live, à vrai dire. Je suppose qu'Aura toujours dans l'ombre. Tu, 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 tu. En tout cas, Twitch m'indique qu'il y a encore des viewers. Alors, non pas que je sois en train de réclamer des viewers, hein, mais tout simplement que c'est vrai, malgré tout, que même si je prends beaucoup de plaisir à faire la lecture à voix haute, c'est vrai que il y a eu quelques rares lives où j'ai été tout seul ou avec une personne. Et c'est vrai que c'est pesant de ouf quand tu fais un live seul ou avec une personne parce que déjà tu sais même pas si le live fonctionne toujours bien, etc. Donc ça c'est hyper perturbant. Et puis juste bah, le fait de pas pouvoir parler, c'est très bizarre parce que finalement c'est quasi la moitié d'un live quoi, l'interaction avec le chat. Ok Kura, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir manifesté ta plaisance mon ami. Du coup, je pense qu'on va lire chapitre 4 et peut-être, enfin, et très certainement le cinquième. Par contre, le 6, je suis un peu moins sûr. On va peut-être partir sur 5 chapitres à chaque fois, je ne sais pas. Je ne sais point, les amis, je me tâte. Là, grosso modo, il faudrait qu'on ait environ encore 1 heure de live maximum. Mais bon, après, ça dépend, parce que, en plus, là, vu qu'il y a beaucoup de voix différentes à faire, ça m'arrache beaucoup plus vite la gorge. Donc, peut-être que je serai pas en état de lire autant que d'habitude. Nous verrons bien. Nous allons continuer tout de suite la lecture. Pour le moment, je suis bien dedans, perso, donc autant enchaîner. Et du coup, nous partons pour le chapitre 4. Je vous reprends dans quelques instants. Il est plutôt court, hein, donc vraiment... Bah, les chapitres, de manière générale, sont plutôt courts, donc vraiment, les pauses arrivent assez vite. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat, je vous réponds assez rapidement. Bonne écoute à tous, bonne écoute à ceux qui sont encore là, bonne écoute Cora, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à tous ceux qui nous regardent en rediffusion. À tout à l'heure. Chapitre 4. Le coffre de mer. Sans perdre un instant, je racontai alors à ma mère tout ce que je savais, comme j'aurais peut-être dû le faire depuis longtemps. Nous vîmes d'emblée le péril et la difficulté de notre situation. L'argent du capitaine, s'il en avait, nous était bien dû en partie, mais quelle apparence y avait-il que les complices de notre homme, et surtout les 2 échantillons que j'en connaissais, Chien Noir et le mendiant aveugle, fussent disposés à lâcher leur butin pour régler les dettes du défunt. Or, si je suivais les instructions du capitaine et allais aussitôt prévenir le docteur Livesey, je laissais ma mère seule et sans défense, je n'y pouvais donc songer. D'ailleurs, nous nous sentions tous deux incapables de rester beaucoup plus longtemps dans la maison. Les charbons qui s'éboulaient dans le fourneau de la cuisine et jusqu'au tic-tac de l'horloge nous pénétraient de crainte. Le voisinage s'emplissait pour nous de bruits de pas imaginaires, et placé entre le cadavre du capitaine gisant sur le carreau de la salle et la pensée de l'infâme mendiant aveugle rôdant aux environs et prêt à reparaître, il y avait des moments où, comme on dit, je tremblais dans mes culottes de terreur. Il nous fallait prendre une décision immédiate. Finalement, l'idée nous vint de partir tous les deux chercher du secours au hameau voisin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Sans même nous couvrir la tête, nous nous élançâmes dans le soir tombant et le brouillard glacé. Le hameau n'était qu'à quelques centoises, mais cachés à la vue de l'autre côté de la crique voisine, et, ce qui me rassurait beaucoup, il se trouvait dans la direction opposée à celle par où l'aveugle avait fait son apparition, et par où il s'en était apparemment retourné. Le trajet nous prit peu de minutes, et cependant nous nous arrêtâmes plusieurs fois pour prêter l'oreille. Mais on n'entendait aucun bruit suspect, rien que le léger clapotis du ressac et le croassement des corbeaux dans le bois. Les chandelles s'allumaient quand nous atteignîmes le hameau, et jamais je n'oublierai mon soulagement à voir leur jaune clarté aux portes et aux fenêtres. Mais ce fut là, tout compte fait,
le meilleur de l'assistance que nous obtînmes de ce côté. Car, soit dit à la honte de ces gens, personne ne consentit à nous accompagner jusqu'à l'amiral Benbow. Plus nous leur disions de nos ennuis, plus ils se cramponnaient, hommes, femmes et enfants, à l'abri de leur maison. Le nom du capitaine Flint, inconnu de moi mais familier à beaucoup d'entre eux, répandait la terreur. Des hommes qui avaient travaillé au champ plus loin que l'amiral Benbow se souvenaient aussi d'avoir vu sur la route plusieurs étrangers dont ils s'étaient écartés, les prenant pour des contrebandiers, et l'un ou l'autre avait vu un petit chasse-marée à l'abri dans ce que nous appelions la cale de Kit. C'est pourquoi il suffisait d'être une relation du capitaine pour leur causer une frayeur mortelle. Tant et si bien que, si nous en trouvâmes plusieurs disposés à se rendre à cheval jusque chez le docteur Livesey, qui habitait dans une autre direction, pas un ne voulut nous aider à défendre l'auberge. La lâcheté, dit-on, est contagieuse, mais la discussion, au contraire, donne du courage. Aussi, quand chacun eut parlé, ma mère leur dit leur fait à tous. Elle ne voulait pas, déclarait-elle, perdre de l'argent qui appartenait à son fils orphelin. Elle conclut. Si aucun d'entre vous n'ose venir, Jim et moi nous oserons. Nous allons retourner d'où nous sommes venus, et sans vous dire merci, tas de gros gaillards pires que des poules mouillées. Nous ouvrirons ce coffre, dût-il nous en coûter la vie, et je vous emprunte ce sac, madame Crossley, pour emporter notre dû. Comme de juste, je me déclarai prêt à accompagner ma mère, et comme de juste aussi, tous se récrièrent devant notre témérité. Mais même alors, pas un homme ne s'offrit à nous escorter. Tout ce qu'ils firent, ce fut de me donner un pistolet chargé pour le cas où l'on nous attaquerait, et de nous promettre qu'ils tiendraient des chevaux tous scellés pour le cas où l'on nous poursuivrait lors de notre retour. Cependant qu'un garçon s'apprêtait à galoper jusque chez le docteur afin d'obtenir le secours de la force armée. Mon cœur battait fort quand, la nuit glacée, nous nous engageâmes dans cette périlleuse aventure. La pleine lune, rougeâtre et déjà haute, transparaissait vers la limite supérieure du brouillard. Notre hâte s'en accrut, car il ferait évidemment aussi clair qu'en plein jour avant que nous puissions quitter la maison, et notre départ serait exposé à tous les yeux. Nous nous faufilâmes au long des haies, prompts et silencieux, sans rien voir ni entendre qui augmentât nos inquiétudes. Enfin, à notre grand soulagement, la porte de l'amiral Benbow se referma sur nous. Je poussai bien vite le verrou, et nous restâmes une minute dans le noir, tout pantelant, seuls sous ce toit avec le cadavre du capitaine. Puis ma mère prit une chandelle dans l'estaminet, et nous tenant par la main, nous pénétrâmes dans la salle. Le corps gisait toujours dans la même position, les yeux béants et un bras étendu. « Laisse le store, Jim, » chuchota ma mère. « S'ils arrivaient, ils nous verraient du dehors. Là, et maintenant, il nous faut trouver la clé sur ce cadavre. Je voudrais bien savoir qui de nous va y toucher. » Et elle eut une sorte de sanglot. Je m'agenouillai à côté du mort. Près de sa main, sur le parquet, je vis un petit rond de papier noirci sur une face. C'était évidemment la tache noire. Je pris le papier et le retournai. Au verso, correctement tracé d'une main ferme, je lus ce court message. Tu as jusqu'à 10 heures du soir. Mère, dis-je, il avait jusqu'à 10 heures. À cet instant précis, notre vieille horloge se mit à sonner. Ce fracas inattendu nous fit une peur affreuse, mais tout allait bien. Il n'était que 6 heures. Allons, Jim, reprit ma mère, cette clé. J'explorai les poches l'une après l'autre. Quelques menues monnaies, un dé, du fil et de grosses aiguilles, un rôle de tabac mordu par le bout, le couteau à manche courbe, une boussole portative et un briquet formaient tout leur contenu. Je commençai à désespérer. Elle est peut-être à son cou, hasarda ma mère. Surmontant une vive répugnance, j'arrachai au col la chemise du cadavre et la clé nous apparut, enfilée à un bout de corde goudronnée que je tranchai à l'aide de son propre couteau. Ce succès nous remplit d'espoir, et nous grimpâmes en toute hâte à la petite chambre où le capitaine avait couché si longtemps, et d'où sa malle n'avait pas bougé depuis le jour de mon arrivée. De son arrivée, pardon. C'était d'apparence un coffre de marin comme tous les autres, aux angles détériorés par les heurts d'un service prolongé. Sur le couvercle se liait l'initiale B, imprimée au fer chaud. « Passe-moi la clé, » me dit ma mère. Bien que la serrure fût très dure, elle l'ouvrit en un clin d'œil et souleva le couvercle. Un fort relent de tabac et de goudron s'échappa du coffre, mais on n'y voyait rien au premier abord qu'un très bon habit complet, soigneusement brossé et plié. Il n'avait jamais servi, au dire de ma mère. Dessous, le pêle-mêle commençait. Un quart de cercle, un gobelet de fer blanc, plusieurs rouleaux de tabac, 2 paires de très beaux pistolets, un lingot d'argent, une vieille montre espagnole et quelques autres bibelots de peu de valeur, presque tous d'origine étrangère,
un compas de mathématiques à branches de cuivre et 5 ou 6 curieux coquillages des Indes occidentales. Je me suis demandé souvent, par la suite, pourquoi il transportait avec lui ces coquillages dans sa vie errante de criminel pourchassé. Jusqu'ici, le lingot d'argent et les bibelots avaient seuls quelque prix, mais cela ne faisait pas notre affaire. Par-dessous, il y avait un vieux suroît blanchi aux embruns de bien des molles. Ma mère le retira impatiemment et le dernier contenu de la malle nous apparut. Un paquet, enveloppé de toile cirée, qui semblait renfermer des papiers, et un sac de toile qui émit sous nos doigts le tintement de l'or. Je ferai voir à ces bandits que je suis une honnête femme, dit ma mère. Je prendrai mon dû, et pas un rouge liard de plus. Donne-moi le sac de madame Crossley. Et elle se mit en devoir de faire passer du sac du matelot dans celui que je tenais, le maintenant de la dette du capitaine. La tâche était longue et ardue, car il y avait là entassées au hasard des pièces de tout pays et de tout module, doublons, louis d'or, guinées, pièces de 8 et d'autres que j'ignore. Les guinées, du reste, se trouvaient en minorité, et celle-là seule permettait à ma mère de s'y retrouver dans son compte. Soudain, comme nous étions presque à moitié de l'opération, je posai ma main sur son bras. Dans l'air silencieux et glacé, je venais de percevoir un bruit qui fit cesser mon cœur de battre. C'était le tapotement du bâton de l'aveugle sur la route gelée. Le bruit se rapprochait. Nous retenions notre souffle. Un coup violent heurta la porte de l'auberge. Nous entendîmes qu'on tournait la poignée et le verrou cliqueta sous les efforts du misérable. Puis, il y eut un long intervalle de silence, dedans comme dehors. À la fin, le tapotement reprit et, à notre joie indicible, s'affaiblit, peu à peu dans le lointain, et s'évanouit tout à fait. Mère, dis-je, prends le tout et allons-nous-en. J'étais certain en effet que la porte verrouillée avait paru suspecte, et que cela nous attirerait bientôt tout le guêpier aux oreilles. Pourtant, je me félicitais de l'avoir verrouillée, et cela à un point difficilement croyable pour qui n'a jamais rencontré ce terrifiant vieil aveugle. Mais en dépit de sa frayeur, ma mère se refusait à prendre rien au-delà de son dû, et ne voulait absolument pas se contenter de moi. Il n'était pas encore 7 heures, disait-elle, et de loin, elle connaissait son droit et voulait en user. Elle discutait encore avec moi lorsqu'un bref et léger coup de sifflet retentit au loin sur la hauteur. C'en fut assez, et plus qu'assez, pour elle et pour moi. J'emporte toujours ce que je fais. Pardon, j'emporte toujours ce que j'ai, fit-elle en se relevant. Et j'emporte ceci pour arrondir le compte, ajoutai-je en poignant le paquet de toile cirée. Un instant de plus, et laissant la lumière auprès du coffre vide, nous descendions l'escalier à tâtons. Un autre encore, et la porte ouverte, notre exode commençait. Il n'était que temps de déguerpir. Le brouillard se dissipait rapidement, déjà la lune brillait, tout à fait dégagée, sur les hauteurs voisines, et c'était uniquement au creux du ravin et devant la porte de l'auberge qu'un mince voile de brume flottait encore pour cacher les premiers pas de notre fuite. Bien avant la mi-chemin du hameau, très peu au-delà du pied de la hauteur, nous arriverions en plein clair de lune. Et ce n'était pas tout, car déjà nous percevions le bruit de pas nombreux qui accouraient. Nous tournâmes la tête dans leur direction, une lumière balançait de droite et de gauche et qui se rapprochait rapidement nous montra que l'un des arrivants portait une lanterne. Mon petit, me dit soudain ma mère, prends l'argent et fuis, je vais m'évanouir. C'était, je le compris, la fin irrémissible pour nous deux. Combien je maudissais la lâcheté de nos voisins, combien j'en voulais à ma pauvre mère pour son honnêteté, son avidité, pour sa témérité passée et sa faiblesse présente. Par bonheur, nous étions précisément au petit pont, et je guidai ses pas chancelants jusqu'au talus de la berge, où elle poussa un soupir et retomba sur mon épaule. Je ne sais comment j'en eus la force, et je crains bien d'avoir agi brutalement, mais je réussis à la traîner le long de la berge et jusqu'à l'entrée de la voûte. La pousser plus loin me fut impossible, car le pont était trop bas, et ce fut à plat ventre et non sans peine que je m'introduisis dessous. Il nous fallut donc rester là, ma mère presque entièrement visible, et tous deux à portée d'ouïe de l'auberge. Et c'est la fin du chapitre 4, les amis. Nous allons à nouveau marquer une petite pause. Alors si je dis pas de bêtises, la première partie du live avant que ça ne bug a duré 40 minutes. Donc là, grosso modo, on arrive à 1h30 de live. Je pense qu'on va lire encore... ouais. Je pense qu'on va lire encore un chapitre et qu'on s'arrêtera là. Tout simplement parce que c'est débile, hein. Mais les bugs m'ont un peu
m'ont un peu cassé mon délire de ce soir. Et oui, le fait aussi qu'il n'y ait pas énormément de monde dans le chat, malheureusement, fait que bah, c'est marrant, mais bon, un peu moins que d'habitude. Même si pour le coup, j'adore la lecture. J'espère d'ailleurs que vous aimez également cette histoire. Euh, Merci Cora de signaler ta présence à ce point, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de ne pas me laisser seul. Merci beaucoup Cora. Donc ouais, je pense qu'on va lire le cinquième chapitre. Et du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on fera à chaque fois des lives de 5 chapitres. Ça fera des lives peut-être un peu plus courts. Et du coup, peut-être un peu plus nombreux. Mais ça nous permettra justement de tenir quelques temps, vu que là, pour le moment, en plus, j'ai pas forcément l'idée de ce qu'on va lire. Ensuite, bah, je vous ai déjà dit qu'on lirait certainement Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Mais encore après ça, j'ai pas encore d'idée. Donc, du coup, je pense qu'on va. On s'en. Ham. C'est pas bien grave de faire durer ça un peu plus longtemps. Ah, merci Cora, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Du coup, on va se lancer dans la lecture de l'ultime chapitre de ce soir, qui est assez court. Mais en vérité, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Hein. Enfin, ce que l'autre fois, tout à l'heure. Tous les chapitres sont plutôt courts. Hein. Il y a quand même 34 chapitres en 200 pages. Donc vraiment, les chapitres font à chaque fois que 4-5 pages, quoi. Et encore, et encore. Bien, nous allons nous plonger dans la suite, du coup. Oh là là. Je veux pas vous spoil, mais je viens de regarder un petit peu. Et je crois que ça va être dur à lire. Vous verrez pourquoi. Ça va être très dur à lire. Bref, on va essayer de faire ça bien. Je me mets dans l'action. Je me prépare à être doué. Parce que c'est un peu compliqué. Ok. Ok, ok. Bien. Nous allons nous lancer sans plus attendre, les amis. Bonne écoute, Cora. Bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure pour l'outro du live. Chapitre 5. La fin de l'aveugle. Ma curiosité du reste l'emporta sur ma peur. Je me sentis incapable de rester dans ma cachette et rampant à reculons regagner la berge. De là, dissimulé derrière une touffe de genêts, j'avais vu sur la route jusque devant notre porte. À peine étais-je installé que mes ennemis arrivèrent au nombre de 7 ou 8, en une course rapide et désordonnée. L'homme à la lanterne les précédait de quelques pas. 3 couraient de front, se tenant par la main, et au milieu de ce trio je devinai, malgré le brouillard, le mendiant aveugle. Un instant plus tard, sa voix me prouvait que je ne me trompais pas. Enfoncez la porte cria-t-il. On y va, monsieur répondirent 2 ou 3 des sacripants qui s'élancèrent vers l'amiral Benbow, suivis du porteur de lanterne. Je les vis alors faire halte et les entendis converser à mi-voix, comme s'ils étaient surpris de trouver la porte ouverte. Mais la halte fut brève, car l'aveugle se remit à lancer des ordres. Il élevait et grossissait le ton, brûlant d'impatience et de rage. Entrez entrez donc cria-t-il en les injuriant pour leur lenteur. 4 ou 5 d'entre eux obéirent, tandis que 2 autres restaient sur la route avec le redoutable mendiant. Il y eut un silence, puis un cri de surprise, et une exclamation jaillit de l'intérieur. Bill est mort Mais l'aveugle maudit à nouveau leur lenteur. Il hurla. Que l'un de vous le fouille, tas de feignants, et que les autres montent chercher le coffre. Je les entendis se ruer dans notre vieil escalier avec une violence à ébranler toute la maison. Presque aussitôt, de nouveaux cris d'étonnement s'élevèrent. La fenêtre de la chambre du capitaine s'ouvrit avec fracas dans un cliquetis de carreaux cassés, et un homme apparut dans le clair de lune, la tête penchée, et d'en haut interpella l'aveugle sur la route. Piou cria-t-il. On nous a devancés. Quelqu'un a retourné le coffre de fond en comble. Est-ce que la chose y est rugit Piou. Oui, l'argent y est. Mais l'aveugle envoya l'argent au diable. Le paquet de Flint, je veux dire. Nous ne le trouvons nulle part, répliqua l'individu. Hé ceux d'en bas, est-il sur Bill cria de nouveau l'aveugle.
Là-dessus, un autre personnage, probablement celui qui était resté en bas à fouiller le cadavre du capitaine, parut sur le seuil de l'auberge. Bill a déjà été fouillé, ses poches sont vides. Ce sont ces gens de l'auberge, c'est ce gamin. Que ne lui ai-je arraché les yeux? Cria l'aveugle. Ils étaient ici, il n'y a qu'un instant. La porte était verrouillée quand j'ai essayé d'entrer. Cherchez partout, garçon, et trouvez-les-moi. C'est juste, à preuve qu'ils ont laissé leur camoufle ici, cria l'homme de la fenêtre. Grouillez donc, chambardez la maison, mais trouvez-les-moi, réitéra Pew en battant la route de sa canne. Alors, du haut en bas de notre vieille auberge, il se fit un grand tohu-bohu de lourdes semelles courant çà et là, de meubles renversés et de portes enfoncées, à réveiller tous les échos du voisinage. Puis nos individus reparurent l'un après l'autre sur la route, déclarant que nous étions introuvables. Mais à cet instant, le même sifflet qui nous avait inquiétés, ma mère et moi, alors que nous étions à compter l'argent du défunt capitaine, retentit dans la nuit, répété par 2 fois. J'avais cru d'abord que c'était là un signal de l'aveugle pour lancer ses troupes à l'assaut, mais je compris cette fois que le son provenait de la hauteur vers le hameau, et à en juger par son effet sur les flibustiers, il les avertissait de l'approche du péril. « C'est encore Dirk, dit l'un. 2 coups, les gars. Il s'agit de décaniller. De décaniller, capon s'écria Pew. Dirk n'a jamais été qu'un lâche imbécile, ne vous occupez pas de lui. Ils doivent être tout près. Impossible qu'ils soient loin, vous les avez à portée de la main. Grouillez et cherchez après, tête salaud. Le diable est mon âme. Ah, si j'y voyais. Cette harangue ne resta pas sans effet. 2 des coquins se mirent à chercher çà et là parmi le saccage, mais plutôt à contre-cœur et sans cesser de penser à la menace de danger. Les autres restèrent sur la route, irrésolus. Vous avez sous la main des milles et des milles, tas d'idiots, et vous hésitez. Vous serez riches comme des rois si vous trouvez l'objet. Vous savez qu'il est ici et vous tirez au flanc. Pas un de vous n'eût osé affronter Bill, et je l'ai affronté, moi, un aveugle, et je perdrai ma chance à cause de vous. Je ne serai qu'un pauvre abject, mendiant un verre de rhum, alors que je pourrais rouler carrosse. Si vous aviez seulement le courage d'un cancrelat qui ronge un biscuit, vous les auriez déjà empoignés. Au diable, Pew, grommela l'un. Nous tenons les doublons. Ils auront caché ce sacré machin, dit un autre. Prends les Georges, Pew, et ne reste pas ici à beugler. C'était le cas de le dire, tant la colère de Pew s'exaltait devant ces objections. À la fin, la rage le domina tout à fait. Il se mit à taper dans le tas au hasard, et son bâton résonna sur plusieurs crânes. De leur côté, les malandrins, sans pouvoir réussir à s'emparer de l'arme et à la lui arracher, agonisaient leur tirant d'injures et d'atroces menaces. Cette rixe fut notre salut. Elle durait toujours lorsqu'un autre bruit se fit entendre, qui provenait de la hauteur, du côté du hameau. Un bruit de chevaux lancés au galop. Presque en même temps, l'éclair et la détonation d'un coup de pistolet jaillirent d'une haie. C'était là, évidemment, le signal du sauve-qui-peut, car les flibustiers prirent la fuite aussitôt et s'encoururent chacun de son côté. Si bien qu'en une demi-minute, ils avaient tous disparu, sauf Pew. L'avaient-ils abandonné dans les mois de leur panique, ou bien pour se venger de ses injures et de ses coups? Je l'ignore. Le fait est qu'il demeura seul, affolé, tapotant au hasard sur la route, cherchant et appelant ses camarades. Finalement, il prit la mauvaise direction et courut vers le hameau. Il me dépassa de quelques pas, tout en appelant « Johnny, Chien Noir, Dirk !» et d'autres noms. « Vous n'allez pas abandonner votre vieux Pew, camarade, pas votre vieux Pew !» À cet instant, la cavalcade débouchait sur la hauteur, et l'on vit au clair de la lune 4 ou 5 cavaliers dévaler la pente au triple galop. Pew comprit son erreur. Avec un grand cri, il se détourna et courut droit au fossé dans lequel il s'abattit. Il se remit sur pied en une seconde et s'élança de nouveau, totalement affolé, en plein sous les sabots du cheval le plus proche. Le cavalier tenta de l'éviter, mais ce fut en vain. Avec un hurlement qui résonna dans la nuit, Pew tomba et les 4 fers le heurtèrent et le martelèrent au passage. Il roula de côté, puis s'affaissa mollement, la face contre terre, et ne bougea plus. Je bondis, en élant les cavaliers. Ils s'étaient arrêtés au plus vite, horrifiés de l'accident. Je les reconnus bientôt. L'un qui suivait les autres à distance était ce gars du hameau qui avait couru chez le docteur Livesey. Les autres étaient des officiers de la douane qu'il avait rencontrés sur son chemin et qu'il avait eu le bon esprit de ramener aussitôt. Les bruits concernant le chasse-marée de la cale de Kit étaient parvenus aux oreilles de l'inspecteur Dance et l'avaient amené ce soir-là de notre côté. C'est à ce hasard que ma mère et moi, nous dûmes d'échapper au trépas. Pew était mort, et bien mort. Quant à ma mère, une fois transportée au hameau, quelques gouttes d'eau froide et des sels eurent vite fait de la ranimer. Cependant, l'inspecteur galopait à toute vitesse jusqu'à la cale de Kit.
Mais ces hommes durent mettre pied à terre et descendre le ravin à tâtons, emmenant leurs chevaux et parfois les soutenant, le tout dans la crainte d'une surprise. Aussi, quand ils atteignirent la cale, le chasse-marée avait déjà pris la mer. Comme il était encore tout proche, l'inspecteur le héla. Une voix lui répondit qu'il eut à se garder du... Une voix lui répondit qu'il eut à se garer du clair de lune s'il ne voulait recevoir du plomb. En même temps, une balle siffla, lui éraflant le bras. Peu après, le chasse-marée doubla la pointe et disparut. Monsieur Dance resta là, selon son expression, comme un poisson hors de l'eau, et il dut se contenter de dépêcher un homme à baie pour avertir le cotre de la douane. Il ajouta: C'est d'ailleurs bien inutile, et ils ont filé pour de bon, et la chose est réglée. À part cela, je me félicite d'avoir marché sur les corps à Monsieur Pugh, car à ce moment, il avait ouï mon récit. Je me retournai avec lui à l'amiral Benbow. On ne peut imaginer l'état de saccage où se trouvait la maison. Dans leur chasse frénétique, ces gredins avaient jeté bas jusqu'à l'horloge, et bien qu'ils n'eussent rien emporté que la bourse du capitaine et la monnaie du comptoir, je vis d'un coup d'œil que nous étions ruinés. Monsieur Dance, lui, ne comprenait rien au spectacle. Ils ont trouvé l'argent, dites-vous, Hawkins? Alors que diantre cherchaient-ils? D'autre argent, je suppose. Non, monsieur, je ne le pense pas, répliquai-je. Au fait, monsieur, je crois avoir l'objet dans ma poche et, à vrai dire, j'aimerais le mettre en sûreté. Bien entendu, mon petit, c'est trop juste. Je vais le prendre, si vous voulez. Je songeais peut-être que le docteur Livesey, commençai-je. Parfaitement juste, approuva-t-il. Parfaitement. C'est un galant homme et un magistrat. Et maintenant que j'y pense, je ferais bien d'aller de ce côté, moi aussi, pour rendre compte à lui ou au chevalier. Maître Pio est mort, après tout. Non pas que je le regrette, mais il est mort, voyez-vous, et les gens ne demanderaient pas mieux que de se servir de cela contre un officier des douanes de Sa Majesté. Or donc, Hawkins, si vous voulez, je vous emmène. Je le remerciai cordialement de son offre, et nous regagnâmes le hameau où se trouvaient les chevaux. Le temps d'aviser ma mère, et toute la troupe était en selle. Dogger, dit M. Dance à l'un de ses compagnons, vous avez un bon cheval, prenez ce garçon en croupe. Dès que je fus installé, me tenant au ceinturon de Dogger, l'inspecteur donna le signal de départ, et l'on se mit en route au grand trot vers la demeure du docteur Livesey. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Et du coup, Cora... du coup, on va faire une pause, pardon. Enfin, à voir, on va peut-être même faire l'outro. Cora qui m'encourage. Merci, Cora. Merci beaucoup. Ah, je suis content que t'aies aimé les voix. Et je suis content que ça t'aide à imaginer les personnages. Et du coup, bah, pareil, en fait, je suis trop content, Cora, de pouvoir faire des voix un peu loufoques avec ce texte. Et malheureusement, pour le moment, les deux voix que j'ai le plus kiffé faire, à savoir la voix du capitaine au début, et donc Bill, visiblement. Donc ouais, la voix du capitaine et la voix de Pew, et bah c'est deux voix que je trouve trop marrantes à faire, et c'est les deux personnages qui meurent au bout de deux chapitres, quoi. Enfin bon, c'est ouf. Donc c'était marrant, mais j'ai un peu... Enfin, mes voix préférées sont un peu mises de côté, quoi, c'est dommage. Ah, merci Cora, ça fait super plaisir. Et du coup, Mini Roblast et Equinox qui viennent faire un hold-up, hein, selon les dires de Mini Roblast. Bienvenue les gars, bienvenue, bienvenue. Malheureusement, nous arrivons certainement à la fin du live, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de bugs et que du coup ça a eu un peu raison de ma volonté, disons. Le fait que Twitch bug à ce point, ça m'a un peu gavé. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà lu 5 chapitres ce soir, ce qui est pas mal. Euh, Franchement, j'hésite à lire le sixième, mais bon. 12, 24, 30. Bon, en fait, ouais, je vais peut-être faire le sixième quand même, hein. Peut-être faire le sixième quand même. Parce que sinon, ça veut dire qu'on doit faire 7 lives pour un bouquin de 200 pages, ce qui est vraiment énorme. Alors que si j'en fais 6 par soir, et bah ça va nous réduire d'au moins un live, je pense. Donc c'est pas plus mal. Ouais, écoutez, je change d'avis. Ah je change d'avis en plus pour une bonne raison. C'est que tout simplement j'aime beaucoup l'histoire et que je suis bien dedans là.
Donc j'ai un peu envie d'en avoir plus que le peu qu'on vient d'avoir, quoi. Allez, on fait ça. Je change le titre du live. On passe au chapitre 6. Et on va être parti pour un nouveau chapitre, un chapitre de plus. J'espère qu'il va y avoir de quoi faire des pirates encore, ce serait cool. Y a pas hyper... ouais, j'ai pas l'impression. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, on est parti pour le chapitre 6, direct, hop. On fait pas attendre plus que ça. Mini Roblast qui dit une autre. Genre, allez, on fait le rappel, on fait le rappel. Du coup, je remonte sur scène pour un ultime chapitre. Cette fois, je me tiendrai à ce que j'ai dit. Par contre, ce sera le dernier chapitre de ce soir, c'est clair et net. Donc, ben, je vous souhaite une bonne écoute à tous ceux qui sont encore là. Bonne écoute Cora, bonne écoute Mini Roblast, bonne écoute Equinox, bonne écoute à ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro, pour de bon. A tout à l'heure. Chapitre 6. Les papiers du capitaine. Nous allâmes bon train jusqu'à la porte du docteur Livesey, où l'on fit halte. La façade de la maison était plongée dans l'obscurité. Monsieur Dance m'ordonna de sauter à bas et d'aller frapper, et Dogger me prêta son étrier pour descendre. La porte s'ouvrit aussitôt, et une servante parut. « Est-ce que le docteur Livesey est chez lui ?» demandai-je. Elle me répondit négativement. Il était rentré dans l'après-midi, mais était ressorti pour dîner au château, et passer la soirée avec le chevalier. « Eh bien, garçon, allons-y, dit monsieur Dance. Cette fois, comme la distance était brève, je restai à pied et courus auprès de Dogger, en me tenant à la courroie de son étrier. On passa la grille et on remonta l'avenue aux arbres dépouillés, entre de vastes et vénérables jardins dont le château, tout blanc sous le clair de lune, fermait la perspective. Arrivé là, M. Dance mit pied à terre, et fut au premier mot introduit dans la maison où je l'accompagnai. Nous suivîmes le valet au long d'un corridor tapissé de nattes, et pénétrâmes enfin dans une bibliothèque spacieuse aux multiples rayons chargés de livres et surmontés de bustes. Le chevalier et le docteur Livesey fumaient leurs pipes, assis aux deux côtés d'un feu ronflant. Je n'avais jamais vu le chevalier d'aussi près. C'était un homme de haute taille dépassant 6 pieds, et de carrure proportionnée, à la mine fière et brusque, au visage tanné, couperosé et ridé par ses longues pérégrinations. Ses sourcils très noirs et très mobiles lui donnaient un air non pas méchant à vrai dire, mais plutôt vif et hautain. « Entrez, monsieur Dance, dit-il avec une majesté familière. « Bonsoir, Dance, fit le docteur avec un signe de tête. « Et bonsoir aussi, ami Jim. Quel bon vent vous amène ?» L'inspecteur, dans une attitude militaire, débita son histoire comme une leçon. Il fallait voir les deux messieurs avancer la tête et s'entre-regarder, si surpris et attentifs qu'ils en oubliaient de fumer. Lorsque le narrateur leur conta le retour de ma mère à l'auberge, le docteur Livesey se donna une claque sur la cuisse, et le chevalier cria « Bravo !» en cassant sa longue pipe contre la grille du foyer. Bien avant la fin du récit, M. Trelawney, tel était, on s'en souviendra, le nom du chevalier, s'était levé de sa chaise et arpentait la pièce. Le docteur, comme pour mieux entendre, avait retiré sa perruque poudrée, ce qui lui donnait, avec son crâne aux cheveux noirs et tondu ras, l'aspect le plus singulier. Son récit terminé, M. Dance se tut. « Monsieur Dance, lui dit le chevalier, vous êtes un très digne compagnon. Pour le fait d'avoir passé sur le corps de ce sinistre et infâme gredin, c'est à mon sens une œuvre pie, monsieur, comme c'en est une d'écraser un cafard. Notre petit Hawkins est un brave, à ce que je vois. Hawkins, voulez-vous sonner? Monsieur Dance boira bien un verre de bière. Ainsi donc... Pardon. Ainsi donc, Jim, interrogea le docteur, vous avez l'objet qu'il cherchait, n'est-ce pas? Le voici, monsieur. Et je lui remis le paquet de toile cirée. Le docteur l'examina en tous sens, visiblement les doigts lui démangeaient de l'ouvrir, mais il s'en abstint, et le glissa tranquillement dans la poche de son habit. Chevalier, dit-il, quand Dance aura bu sa bière, il va, comme de juste, reprendre le service de sa majesté. Mais j'ai l'intention de garder Jim Hawkins. Il passera la nuit chez moi. En attendant, il faut qu'il soupe, et avec votre permission, je propose de lui faire monter un peu de pâté froid. Bien volontiers, Livesey, répliqua le chevalier. Mais Hawkins a mérité mieux que du pâté froid. En conséquence, un copieux ragoût de pigeon me fut servi sur une petite table, et je mangeai avec appétit car j'avais une faim de loup. Monsieur Dance, comblé de nouvelles félicitations, se retira enfin. Et maintenant, chevalier, dit le docteur. Et maintenant, Livesey, dit le chevalier juste en même temps. Chacun son tour, pas tous à la fois, plaisanta le docteur Livesey. Vous avez entendu parler de ce Flint, je suppose?
Si j'en ai entendu parler de lui, s'exclama le chevalier. Vous osez le demander. C'était le plus atroce forban qui eût jamais navigué. Comparé à Flint, Barbe-Bleue n'était qu'un enfant. Les Espagnols avaient de lui une peur si excessive que je vous le déclare, monsieur, il m'arrivait parfois d'être fier qu'il fût anglais. Et j'ai vu de mes yeux paraître ses huniers au large de l'île Trinité, et le lâche fils d'Ivronniès qui commandait notre navire s'est enfui. Oui, monsieur, s'est enfui, et réfugié dans port d'Espagne. Eh bien, moi aussi j'ai entendu parler de lui en Angleterre, reprit le docteur, mais ce n'est pas la question. Dites-moi, possédait-il de l'argent? S'il possédait de l'argent. Mais n'avez-vous donc pas écouté l'histoire? Que cherchaient ces canailles sinon de l'argent? De quoi s'inquiètent-ils sinon d'argent? Pourquoi risqueraient-ils leur peau infâme sinon pour de l'argent? C'est ce que nous allons voir, repartit le docteur. Mais vous prenez feu d'une façon déconcertante, et avec vos exclamations je n'arrive pas à placer un mot. Laissez-moi vous interroger. En admettant que j'ai ici dans ma poche un indice capable de nous guider vers le lieu où Flint a enterré son trésor, croyez-vous que ce trésor serait considérable? S'il serait considérable, monsieur, il le serait tellement que, si nous possédions l'indice dont vous parlez, je nolise un bâtiment dans le port de Bristol, je vous emmène avec Hawkins et j'aurai ce trésor, dû sa recherche me prendre 1 an. Parfait. Alors donc, si j'y m'y consens, nous ouvrirons le paquet. Il le déposa devant lui sur la table. Le paquet était cousu, ce qui força le docteur à prendre dans sa trousse ses ciseaux chirurgicaux pour faire sauter les poings et dégager son contenu, à savoir un cahier et un pli scellé. Voyons d'abord le cahier, dit le docteur. Celui-ci m'avait appelé auprès de lui, mon repas terminé, pour me faire participer au plaisir des recherches. Nous nous penchâmes donc, le chevalier et moi, par-dessus son épaule, tandis qu'il ouvrait le document. On ne voyait sur sa première page que quelques spécimens d'écriture. Comme on en trace la plume à la main, par désœuvrement ou pour s'exercer. J'ai retrouvé le texte du tatouage, Billy Bones s'en fiche, et aussi M.W. Bones, premier officier. Il l'a eu au large de Palm Key, et d'autres bribes, principalement des mots isolés et dépourvus de signification. Je me demandais qui l'avait eu, et ce qu'il avait eu. Un coup de poignard dans le dos, apparemment. Cela ne nous apprend pas grand-chose, dit le docteur Livesey en tournant le feuillet. Les 10 ou 12 pages suivantes étaient remplies par une singulière liste de recettes. Une date figurait à un bout de la ligne, et à l'autre bout la mention d'une somme d'argent, comme dans tous les livres de comptabilité. Mais entre les deux mentions, il n'y avait en guise de texte explicatif que des croix, en nombre variable. Ainsi, le 12 juin 1745, une somme de 70 livres était nettement portée au crédit de quelqu'un, et 6 croix remplaçaient la désignation du motif. Par endroits, un nom de lieu s'y ajoutait, comme « au large de Caracas », ou bien une simple citation de latitude et longitude, par exemple 62 degrés 17 20, pardon, 62 degrés 17, je suis pas sûr de moi là en fait. Je vais le lire comme je pense que ça doit se lire, mais je suis pas sûr. 60 degrés 17 20, 19 degrés 2 40. Les relevés s'étendaient sur une vingtaine d'années, les chiffres des recettes successives s'accroissaient à mesure que le temps s'écoulait, et à la fin, après 5 ou 6 additions fautives, on avait fait le total général avec ces mots en regard. Pour Bones, sa pelote. Je n'y comprends rien, cela n'a ni queue ni tête, dit le docteur. C'est pourtant clair comme le jour, s'écria le chevalier. Nous avons ici le livre de compte de ce noir scélérat. Ces croix représentent des vaisseaux coulés ou des villes pillées. Les sommes sont la part du bandit, et pour éviter tout équivoque, il ajoutait au besoin quelque chose de plus précis. Tenez, au large de Caracas, il s'agit d'un infortuné navire capturé dans ces parages. Dieu ait pitié des pauvres gens qui le montaient. Ils sont réduits en corail depuis longtemps. Exact, s'écria le docteur. Voilà ce que c'est d'être un voyageur, exact. Et tenez, plus il monte en grade, plus les sommes s'élèvent. En dehors de cela, le cahier ne contenait plus guère que les positions de quelques lieux notées sur les pages libres de la fin et une table d'équivalence pour les monnaies françaises, anglaises et espagnoles. Quel homme soigneux s'écria le docteur. Ce n'est pas lui qu'on aurait roulé. Et maintenant, reprit le chevalier, à l'autre. Le papier avait été scellé en divers endroits avec un dé en guise de cachet. Le dé même, qui sait, trouvé par moi dans la poche du capitaine. Le docteur brisa avec précaution les sceaux de l'enveloppe, et il s'en échappa la carte d'une île où figuraient latitude et longitude, profondeur, nom des montagnes, baies et passes, bref, tous les détails nécessaires à un navigateur pour trouver sur ses côtes un mouillage sûr. D'environ 9 miles de long sur 5 de large, et figurant à peu près un lourd dragon dressé,
Elle offrait 2 havres bien abrités et vers son centre un mont dénommé la Longue Vue. Il y avait quelques annotations d'une date postérieure, en particulier 3 croix à l'encre rouge, dont 2 sur la partie nord de l'île et une au sud-ouest. Plus à côté de cette dernière, de la même encre rouge et d'une petite écriture soignée sans nul rapport avec les caractères hésitants du capitaine, ces mots, ici le principal du trésor. Au verso, la même main avait tracé des instructions complémentaires. Grand arbre, contrefort de la Longue Vue, point de direction nord-nord-est, quart nord, île du squelette, est-sud-est, quart est, 10 pieds. Les lingots d'argent sont dans la cache nord. Elle se trouve dans la direction du mamelon est, à 10 brasses au sud du rocher noir qui lui fait face. On trouvera sans peine les armes dans la dune de sable, à l'extrémité nord du cap de la baie nord, direction est, quart nord. Signé J.F. Rien d'autre. Mais tout laconique qu'il était, est pour moi incompréhensible. Ce document remplit de joie le chevalier et le docteur Livesey. Livesey, dit le chevalier, vous allez nous lâcher tout de suite votre stupide clientèle. Demain, je pars pour Bristol, en 3 semaines. Que dis-je, 3 semaines, 15 jours, 8 jours. Nous aurons, monsieur, le meilleur bateau d'Angleterre et la fleur des équipages. Hawkins nous accompagnera comme garçon de cabine. Vous ferez un excellent garçon de cabine, Hawkins. Vous, Livesey, vous êtes le médecin de bord. Moi, je suis l'amiral. Nous emmènerons Redruth, Joyce et Hunter. Nous aurons de bons vents, une traversée rapide, pas la moindre difficulté à trouver l'endroit, et de l'argent à gogo, à remuer à la pelle, à faire des ricochets avec pour le restant de nos jours. Trelawney, répliqua le docteur. J'irai avec vous, et je vous garantis que Jim en fera autant et ne rechignera pas à la besogne. Il n'y a qu'un seul homme qui m'inspire des craintes. Qui donc, monsieur, nommez-moi ce coquin. C'est vous, riposta le docteur, car vous ne savez pas vous taire. Nous ne sommes pas les seuls à connaître l'existence de ce document. Ces individus qui ont attaqué l'auberge cette nuit, des gredins audacieux et sans scrupules, et leurs compagnons restés à bord du chasse-marée et d'autres encore, je suppose, pas bien loin d'ici, du premier au dernier sont décidés à tout pour obtenir cet argent. Aucun de nous ne doit demeurer seul jusqu'au moment de l'appareillage. En attendant, Jim et moi, nous restons ensemble, et vous emmenez Joyce et Hunter pour aller à Bristol. Mais avant, et par-dessus tout, pas un mot ne doit transpirer de notre découverte. Livesey, vous êtes la raison même. Je serai muet comme la tombe. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. Nous allons donc procéder à l'outro cette fois-ci. Dance Magic. Voilà, je pense qu'on n'a pas la même ref. Cora qui dit Monsieur Dance, Dance, Magic Dance, Mr. Dance, Dance. Je n'ai pas cette référence, je suppose que c'est une chanson. Moi j'ai la référence du film Labyrinthe avec David Bowie. La chanson avec tous les gobelins qui dansent, etc. Et c'est genre Dance, Magic Dance, Jump, Magic Jump. Voilà, voilà. Alors, c'est beaucoup un an quand même. De quoi parles-tu, Minilo Blast? Parce que je t'avoue que là, comme ça, vu que je viens de lire un chapitre entier, cette phrase-là en particulier ne me revient pas à l'esprit. Et du coup, je suis content qu'on soit allé jusqu'au chapitre 6, parce que ça lance l'aventure vraiment au final. Au final, les 6 premiers chapitres étaient un peu des chapitres de mise en place, d'introduction, où on voit et on rencontre plein d'intervenants, où on prend conscience justement que le trésor dont les héros vont se mettre en quête est convoité par de nombreuses personnes. Donc ouais, ça risque d'être intéressant par la suite. Donc là, je suis bien content. Je pense que la prochaine fois, on sera directement dans l'action. Enfin, dans l'action. En tout cas, dans l'aventure. Et même si c'est que des chapitres d'introduction, perso, je les ai beaucoup aimés. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Malgré, je m'en excuse encore, tous les lags qu'il y a pu avoir sur le live ce soir. Que je ne comprends pas moi-même à vrai dire, mais bon. Eh bien, merci Yasmine, ça fait plaisir, merci, merci. Passe une bonne soirée, profite bien.
Et puis merci de ton petit passage furtif pour faire des bisous, ça fait gentil, ça fait plaisir. Voilà voilou les amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Encore une fois, je le répète, il y a eu des lags, ça a été un peu chaotique ce soir. Malgré tout, je vais essayer de faire ça bien. Et du coup, vous aurez 2 vidéos, malheureusement, je pense que je pourrais pas faire autrement. Vous aurez 2 vidéos disponibles de rediffusion à partir, je pense, on est vendredi, donc certainement à partir de dimanche. Voilà, voilà. Sur ce, merci d'avoir été là. Je vais pas reprendre sur mes projets parce que au final là en ce moment il n'y a pas forcément beaucoup de news. Puis je vais pas vous répéter ce que j'ai dit en intro à chaque fois. Enfin bref, j'ai pas envie d'être trop lourd non plus. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi la lecture, merci à ceux qui l'ont suivi, merci à ceux qui sont passés, même ne serait-ce que dire bonjour. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont passées ce soir d'ailleurs. Donc j'espère ne pas en oublier. Merci Miniroblast, merci Equinox, merci Cora, merci Yasmine, merci Géfin, merci Nicky Inct, merci Chassoad, merci Azrog. Et voilà, je pense avoir cité à peu près tout le monde. Merci beaucoup à vous tous d'être passés et d'avoir soutenu un petit peu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et à la prochaine pour une prochaine lecture. Très certainement lundi à 21h. Salut, salut!